Cette histoire semble sortie d'un film à succès. Mettre KO un champion de l'UFC dans la rue, combattre le légendaire Anderson Silva, faire sa marque dans l'UFC, avant de réaliser le plus gros braquage en espèces de l'histoire britannique. C'est l'incroyable histoire du gangster le plus notoire de l'UFC, Lightning Lee Murray. Seul un faible pourcentage de spectateurs sont abonnés, et j'essaye d'atteindre 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année, donc chaque abonnement compte énormément. Murray a eu une enfance difficile à Londres dans les années 90, marquée par une vie familiale compliquée, la rue, la petite délinquance, les guerres de territoire et le trafic de drogue. Lee se forgea une réputation violente, connu pour frapper des gens au hasard dans la rue et obtenir des paiements par tous les moyens. Ces frasques de sa jeunesse seraient la base du type d'homme qu'il deviendrait imprudent et volatile. Une série d'infractions de plus en plus graves le conduirait vite à un bref séjour dans un centre pour jeunes délinquants, sa première expérience carcérale, qui ne serait sûrement pas la dernière. Malgré le style de vie somptueux, y compris les dépenses extravagantes en voitures de luxe et bijoux, la police n'a pas pu poursuivre Murray pour aucun crime, qui a réussi à échapper à l'arrestation à plusieurs reprises. Avant 2000, Murray trouverait un exutoire à son mode de vie. Plutôt que dans la rue, il serait enfermé dans une cage. Lors de son premier combat en décembre 1999, Murray a éliminé son adversaire au premier tour sans effort, lui valant le surnom de Lightning en raison de sa vitesse impressionnante. S'entraînant chez Peacock et les réputés London Shoot Fighters, qui entraînent Michael Venom Page de Bellator, Murray est passé d'un joueur de streetball erratique à un véritable artiste martial mixte. Lors du premier des 3 combats de l'année 2000, Murray se battrait presque exclusivement avec sa main droite. Une bagarre alimentée par l'alcool avec 3 hommes la veille au soir les laisserait inconscients, et sa main gauche serait cassée à 2 endroits. Cela n'arrêterait cependant pas Lee, qui avait déjà vécu bien pire auparavant. Secouant son adversaire dès le début, Murray montrerait son pedigree de lutteur, terminant le combat par clé de bras au premier round. Murray commencerait alors une série de combats et s'entraînerait sous la direction de Pat Miletic, premier champion des poids mi-moyens de l'UFC aux États-Unis. Il continuerait à réussir dans les promotions régionales, accumulant un bilan de 6-1 fin 2002. Après l'UFC 38, le premier événement de la compagnie au Royaume-Uni, Murray se graverait dans le folklore du art martiaux mixte. Après un événement dans une boîte de nuit, une altercation entre un homme ivre et le célèbre champion des poids lourds légers Tito Ortiz a dégénéré en bagarre générale. Miletic lui-même, Matt Hughes du Hall of Fame et Bruce Buffer ont confirmé que Murray l'endormirait sur le béton avec la combinaison à ras. N'oubliez pas qu'Ortiz venait de défendre son titre pour la 4e fois, tandis que Murray était presque inconnu dans le milieu sportif. Tito nierait le déroulement des faits, mais les témoignages en feraient une légende. Si Murray n'était pas connu auparavant, il l'est certainement maintenant. Malgré la notoriété nouvellement acquise, il lui faudrait encore quelques victoires pour que la foudre frappe enfin. Sa chance à l'UFC arriverait enfin en janvier 2004 contre Georgie Rivera. Il ferait son entrée de la manière la plus appropriée possible, en combinaison de prison et masque semblable à celui d'Hannibal Lecter. Murray se battrait avec un instinct de tueur, soumettant Rivera par un armbar en triangle au premier round. Avec Tito Ortiz présent, la compagnie semblait préparer le combat à venir. Tito Ortiz! Tito Ortiz! Tito Ortiz, je me battrai contre quiconque veut se battre avec moi, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils ont fait. Je resterai dans son esprit jusqu'à ce qu'il tente de me faire taire, s'il pense en être capable. Malgré ses débuts explosifs, Murray devrait faire face à des obstacles personnels, notamment des accusations criminelles pour agression dans son pays natal, rendant l'obtention de son visa américain impossible. Prévu pour affronter Patrick Cote à l'UFC 52, il devrait se retirer en raison de problèmes persistants. Il ne combattrait plus jamais dans l'octogone de l'UFC, devenant ainsi l'un des plus grands, si seulement, du sport actuel. Lors de son dernier combat professionnel à la promotion régionale Cage Rage en fin d'année, Murray a livré sa plus grande performance. Pour le championnat vacant, il affronterait le prétendant Greatest of All Time Anderson Silva, qui avait alors un record de 13-2 et n'avait pas encore éclaté sur l'UFC, où il deviendrait une légende du arts martiaux mixte. Un combat étroitement disputé, en y repensant, cela pose certainement la question de savoir jusqu'où Murray pourrait vraiment aller. Malgré sa défaite par décision, il a affronté le Brésilien, un combattant redoutable avec de nombreux KO et technical knockouts à son actif. Cependant, on ne verrait jamais la véritable portée des mains éclairs de Murray. Une autre bagarre de rue un an plus tard, en 2005, aurait des conséquences mortelles. Lee avait trop joué avec le feu. Poignardé lors d'une bagarre, il a été réanimé plusieurs fois et a subi une chirurgie vitale. Pour un homme ordinaire, un tel événement bouleverserait sa vision de la vie, mais pas pour Lee Murray. Ses jours dans l'octogone terminés, une vie de crime a repris pour le Britannique qui avait encore ses meilleures cartes à jouer. Moins de 5 mois après sa blessure quasi mortelle, Murray formerait une équipe de 6 hommes, non pas pour une bagarre de rue ou une guerre de territoire, mais pour réaliser l'un des vols les plus audacieux de l'histoire.
Un dépôt modeste à Tunbridge, en Angleterre, regorgeait de billets en quantité suffisante pour durer plusieurs générations. 2 membres de l'équipe, se faisant passer pour des policiers, kidnapperaient le directeur du dépôt pour accéder à l'installation. Un homme de l'intérieur recueillerait des infos sur les mouvements dans l'installation. Une fois à l'intérieur, Murray Co prendrait en otage les 14 employés sous la menace d'une arme avant de transférer l'argent dans un camion. Pour vous informer de l'ampleur de cette opération, l'équipe laisserait le véhicule plein, totalisant 53 millions de livres, soit 83 millions ou un peu plus de 100 millions de dollars aujourd'hui. Et ce n'est que la moitié de l'histoire. Le montant total d'argent du dépôt dépassait largement les capacités de l'équipe, les forçant à laisser derrière eux 154 millions de livres. Et c'est avant les ajustements pour l'inflation. L'équipe s'enfuirait avec leur fortune, sans déclencher d'alarme ni tirer de balles. En un peu plus d'une heure, le montant volé a fait de ce vol le plus important braquage de l'histoire britannique à ce jour. Même maintenant, on estime que 32 millions de la somme restent non récupérés. Néanmoins, le chaos qui s'ensuivit mena à l'arrestation de la majorité de l'équipage peu après. De nombreuses sommes d'argent, des véhicules impliqués dans le vol et diverses preuves physiques ont mené la police à leur cible. Murray et son ami d'enfance Paul Allen, collègue de l'équipage, s'enfuirent rapidement au Maroc, dépensant sans compter et vivant luxueusement, incluant une fresque commandée pour fêter son unique victoire à l'UFC. En collaboration avec la police marocaine, les forces britanniques ont aidé à arrêter lui et 4 complices dans une section bouclée d'un centre commercial. La lignée familiale de Murray le rend citoyen marocain, empêchant son extradition vers le Royaume-Uni et compliquant son arrestation. Accusé d'infractions liées à la drogue, il purgerait une peine dans une prison marocaine en attendant sa condamnation pour le vol de Securitas. D'une cage à une autre, les frasques sauvages de Murray ne s'arrêteraient pas là. Des années plus tard, en 2009, il préparerait un autre plan sauvage. Cette fois, il s'évaderait au lieu de s'introduire. Contrebandant quelques scies contre des biscuits, il prévoyait de scier des barreaux de sa cellule pour s'évader, perdant même beaucoup de poids pour passer à travers l'ouverture. Pendant que Murray était puni pour contrebande de drogue en prison, un autre prisonnier trouverait les preuves, mettant fin à ses plans d'évasion. En 2010, Murray serait finalement reconnu coupable de ses crimes. Une peine initiale de 10 ans dans une prison marocaine serait ensuite portée à un lourd 25 ans, qu'il continue de purger à ce jour. L'histoire incroyable de Murray n'est pas finie à mes yeux. Ses frasques sont gravées dans l'histoire, mais un nouveau chapitre pourrait s'y ajouter. Dans les quelques interviews depuis son incarcération, Lee mentionne un retour au sport où il a excellé, non pas en tant que combattant, mais comme entraîneur. À 45 ans et avec ses blessures, un retour au combat est impossible, mais sa connaissance du sport était indéniablement complète. Le sport a considérablement évolué depuis son époque, et il reste à voir si ses capacités seraient transposables à l'entraînement moderne. Mais son histoire ne concerne pas les ceintures ou la gloire. Sa vie de criminel est digne d'une légende, mais avec son caractère imprévisible, je dirais que son histoire est loin d'être terminée.